c'est un colloque qui s'ouvre dans des circonstances un peu particulières, en raison déjà du décès donc, du doyen de la faculté de droit, Tsem Ertur, il y a quelques jours seulement. Tsem Ertur avait souhaité, pour célébrer les 50 ans de la faculté de droit, bien d'organiser des manifestations scientifiques. Alors, il y en avait eu deux, il y en a deux auxquelles Sergi Potier s'est associé. C'est celui qui a eu lieu, le colloque qui a eu lieu au printemps dernier, donc consacré aux vulnérabilités, qui était en quelque sorte le colloque officiel du cinquantenaire. Et puis il y a celui-là qui s'inscrit dans les journées Potier. Et j'en avais parlé au doyen il y a de cela un an à peu près. Et il m'avait dit qu'il souhaitait, qu'il était très heureux que Sergi Potier évidemment organise un colloque sur ce thème. Il aimait beaucoup les juristes d'ailleurs. Et il avait souhaité, évidemment, présenter la faculté et puis faire l'allocation d'ouverture. Malheureusement, donc la maladie ne lui a pas laissé ce choix. Et je voudrais donc dédier ces journées donc à sa mémoire. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a malheureusement beaucoup de collègues qui s'étaient proposés pour participer à ce colloque et qui ont dû se désister. Donc, c'est le cas de Madame le professeur Corinne Leveleux, donc historienne, Jean Pradel, David Deschenaux, Guillaume Bossoni, Marie-Daphné Perrin et Denis Salas. Mais bon, cela dit, nous sommes là, et nous allons quand même pouvoir discuter et réfléchir ensemble sur cette question que j'ai posée, à savoir, faut-il rethéoriser le droit pénal? Alors, c'est une question qui est ouverte et qui, vous vous en doutez, n'appelle pas une réponse tranchée, même si elle devait être argumentée, oui ou non. C'est une question qui d'ailleurs fait écho à une autre question qui avait été posée il y a 2 ans, à Tours. Faut-il régénéraliser le droit pénal? C'était un colloque qui avait été organisé par notre collègue Guillaume Bossoni, précisément. La généralisation, pour moi, c'est la première étape pour une théorisation. Cette généralisation, elle met en jeu normalement des raisonnements intellectuels, par exemple la synthèse, l'analogie ou l'induction, et ça doit permettre de parvenir à dégager un modèle, pour employer un mot savant, un paradigme ou des paradigmes. Il y a finalement derrière cette généralisation l'idée d'un droit commun. Vous avez un droit commun, il y a des droits spéciaux, il y a d'ailleurs un droit pénal général, et puis vous avez un droit pénal spécial ou des droits pénaux spéciaux. S'interroger sur la théorisation maintenant du droit pénal, c'est chercher, selon moi, à dégager non pas des modèles, mais à dégager des concepts. Et en cela, il faut peut-être se demander quels sont, et on le verra avec Pierre-Jérôme Delage qui est à mes côtés, dans quelle mesure bien, la théorie du droit peut entretenir des rapports avec la philosophie du droit. Il y a d'ailleurs un auteur classique qui s'appelle Ortolan, et qui, dans ses éléments de droit pénal, a consacré un certain nombre de pages à la théorie fondamentale du droit pénal. Voilà. Donc là, et quand on lit ces développements, on s'aperçoit que c'est de la philosophie pénale. Alors, la philosophie, pour moi, mais je parle sous le contrôle de Pierre-Jérôme, et peut-être n'est-il pas d'accord, c'est mettre plutôt en avant des valeurs. C'est de s'interroger sur le sens des règles, des institutions, c'est se demander quel est le sens de la peine, c'est
Pourquoi punir? D'ailleurs, c'était le titre d'un ouvrage de Maurice Cusson, donc, qui était professeur de criminologie à Montréal, qui avait publié un ouvrage donc, portant ce titre il y a une trentaine d'années. C'est de se demander si le droit pénal est juste ou pas. Bon, il y a derrière la philosophie, pour moi, un peu de droit naturel quand même. Bon. Alors que la théorie, ou la théorisation, fait appel à des concepts bâtisseurs. Enfin, je vois les concepts permettant de construire en fait la réaction sociale. Bon, c'est pas tellement de s'interroger sur des perspectives, d'avoir une vision, mais c'est déjà de proposer une réflexion sur ce qui va permettre donc ce qui va constituer une assise en fait, une assise donc pour le droit pénal. Simplement, les concepts, ça reste une abstraction, ça reste des idées. Et le danger, c'est qu'évidemment, en restant dans l'abstraction, eh bien, on tombe dans le dogmatisme. Et alors, pour se prémunir du dogmatisme, eh bien, je me demande s'il ne faut pas, à ce moment-là, passer du concept donc, à la notion juridique. Pour prendre un exemple audacieux et osé, dans les sciences dures et dans la chimie, je dirais que bon, le concept est plutôt au niveau de l'état gazeux, donc la notion plutôt au niveau de l'état solide, donc, ou liquide, donc qu'importe, enfin du moins quelque chose qui existe. C'est un moyen pour la théorie de s'ancrer dans la réalité, en fait, de peut-être pouvoir passer donc, dans la pratique juridique. Et pour moi, la théorisation, à ce moment-là, eh bien, et c'est sur ce point que je voudrais simplement dire quelques mots, eh bien, ça présente une double dimension. Il y a une dimension à la fois donc, conceptuelle donc, bon, et une dimension notionnelle. Bon. Quelques illustrations sur ces deux points. La conception, la dimension conceptuelle bon, se trouve à travers les deux concepts fondamentaux, alors, donc, sans lesquels il n'y aurait pas de droit pénal, et j'entends le mot droit pénal au sens large, c'est-à-dire à la fois les règles de fond et les règles de procédure, c'est le concept d'ordre social et le second, celui de la souveraineté. L'ordre social parce que bon, le droit pénal est lié bon, à l'existence des États. Tant qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de droit pénal. Le pénal, c'est une justice verticale, donc vous aurez une justice horizontale à ce moment-là, mais ce n'est pas ce qu'on appelle du droit pénal. Et il faut attendre bien le moment où les États vont se doter d'institutions politiques et judiciaires pour voir naître, justement, historiquement, donc, le droit pénal. Et le droit pénal va protéger eh bien l'ordre qui est mis en place par l'État, et cet ordre est construit autour des valeurs essentielles, dont les atteintes vont constituer eh bien, les infractions, l'infraction étant alors un acte antisocial, donc et contre l'ordre social, qui va se traduire par un dommage social, justement, qui s'oppose au dommage individuel. Et le dommage social, eh bien, c'est un dommage qui est, à mon sens, indirect et qui est ressenti donc, par la société, alors que le dommage individuel est subi directement par les individus. Et je pense en ce moment à ce qui a pu se passer après les attentats de Paris ou l'attentat de Nice, où bien la population et les Français se sont rassemblés les uns à Place de la République, les autres promenade des Anglais. Donc il y a bien là donc, un dommage social qui est palpable en fait. Et on voit bien que le préjudice subi directement, bon, ben ce sont évidemment les victimes, mais qu'en même temps, eh bien, cela implique aussi l'ensemble de la société. Et cette protection donc, que l'on exige, eh bien, elle va pouvoir se mettre en place grâce au second concept, qui est celui de la souveraineté. La souveraineté bon, est définie en général comme le pouvoir de contraindre donc, et de commander, cela dans la légitimité et la rationalité, sinon on tombe dans le despotisme donc, et dans la tyrannie. Et cette souveraineté
qui va être à la base eh bien, de la légalité criminelle et qui va expliquer pourquoi c'est une autorité publique qui met en œuvre cette réaction, le ministère public qui agit par le biais de l'action publique. J'ai là sous les yeux cette fameuse phrase que j'aime beaucoup de Beccaria dans son traité des délits et des peines. Le droit de punir n'appartient à aucun citoyen en particulier, il appartient aux lois qui sont l'organe de la volonté de tous. Un citoyen offensé peut renoncer à sa portion de droit, donc de droit de punir en fait, mais il n'a aucun pouvoir sur celle des autres. Donc, par conséquent, on voit très bien que ces deux concepts-là sont les points d'ancrage en quelque sorte du droit pénal. Mais on reste dans l'abstraction, on reste dans le domaine des idées, et c'est alors que il faut s'interroger ou se reporter sur cette dimension notionnelle, donc les notions juridiques étant des points de repère scientifiques qui permettent de faire entrer des faits dans un univers juridique. Et je vois donc deux types de notions, on peut dire. Il y a des notions que j'appellerais des notions cardinales, des points cardinaux, si on veut faire la comparaison avec les points de repère. Et puis il y a des notions beaucoup plus techniques, donc celles qui, elles, véritablement vont être utilisées par le juge. Donc, alors, parmi les notions cardinales, on peut reprendre évidemment les trois titres du livre 1 du Code pénal, à savoir la légalité, mais la légalité est-elle une notion, est-elle un principe, est-elle une source? C'est un débat que l'on aura dans quelques instants. Mais il y a surtout l'infraction, et quand on compare la définition de l'infraction, définition classique, par ses éléments matériels, éléments légal, matériel, moral. Une infraction est-elle légale? Une infraction est-elle morale? Ceci est bien bizarre. Et qu'aujourd'hui, on est passé donc, à une personnalisation de l'infraction. On commet une infraction. Donc l'infraction est décrite dans la loi sous forme d'une incrimination. L'incrimination n'est pas l'infraction, même si elle traduit en termes, en mots et en lettres l'infraction. Mais l'infraction, c'est un acte humain. André de Coq l'avait très bien expliqué, Adrien Charles Dana aussi, donc une action humaine, écrit-il dans sa thèse sur l'infraction pénale, une action humaine imputable donc, et coupable. Donc il y a un fait, il y a un résultat, donc il y a donc à partir de ce fait et de ce résultat, ce fait va révéler en quelque sorte une manifestation psychologique qui soit une indifférence, soit une hostilité aux valeurs, ce qu'on appelle la culpabilité. Donc, et cette notion d'infraction est bien traduite par, je pense à l'arrêt Laboub de 1956, qui met bien en avant cette dimension humaine. Et même d'ailleurs dans le Code pénal lui-même, on a la responsabilité pénale qui est mise en avant donc, dans le titre 2 et qui se rattache en amont donc, à l'incrimination, à la loi. Donc on pourrait dire que pour le législateur, le fait... l'infraction, c'est un fait donc incriminé, imputable donc à son auteur et réprimé. C'est le titre 3. Donc ça, c'est une notion qui est, je trouve, intéressante parce que l'évolution de la théorie juridique montre bien qu'aujourd'hui, on a donc une autre approche, donc une approche qui correspond beaucoup plus à la réalité, selon moi. L'autre notion, c'est la notion de peine. Bon, là, je ne vais pas, évidemment, reprendre le débat de savoir ce qu'est une peine ou le sens de la peine avec les mesures de sûreté, mais il n'empêche que il est intéressant de voir que quand on cherche à s'interroger sur les sanctions et à les faire entrer dans ce que la Cour européenne, dans ce que la Convention européenne plutôt parle de matière pénale, là on se trouve face à la question des sanctions administratives, de savoir est-ce que ce sont des peines. Il y a la question de la contrainte pénale aussi. On voit bien que la notion de peine aujourd'hui change et que probablement le droit pénal de la fin du XXIe siècle ne ressemblera pas, à moins qu'on reste dans une optique répressive parce que il y aurait un milieu criminogène particulièrement agressif, mais l'évolution depuis des siècles va plutôt vers un assouplissement du droit pénal et de la notion de peine. Alors en dehors de ces notions
qui me semble cardinal, et parce que c'est quand même ce qui structure le droit pénal, eh bien vous avez des notions plus techniques, celles-là. Bon. L'empreinte criminalité. La Cour de cassation en 2013 utilise l'expression empreinte criminalité, que je croyais ne plus correspondre à la réalité. Bon, Jean Carbonnier, en 1952, avait déjà montré que le complice avait une criminalité qui lui était propre et qu'on pouvait peut-être parler d'empreinte pénalité, simplement. On pourrait peut-être parler aujourd'hui d'empreinte qualification, exactement. En tout cas, il y a derrière cette notion d'empreinte criminalité, une autre substance que celle qui existait donc, à l'origine. Et évidemment, il y a la question de la culpabilité, de l'imputabilité. Donc la culpabilité précède-t-elle l'imputabilité ou est-ce l'inverse? Donc c'est intéressant. Alors, dans l'arrêt Laboub, c'était plutôt l'imputabilité qui est à la base de la culpabilité. Mais si on regarde la loi du 25 février 2008, eh bien, on peut s'apercevoir que si un aliéné mental peut faire l'objet d'une sanction, c'est parce qu'il y a une infraction et que donc la culpabilité précéderait l'imputabilité et qu'un fou pourrait commettre alors une infraction. D'autres concepts, évidemment, pourraient, sur le plan procédural, je pense à l'action publique. Vous vous souvenez tous que dans le projet de réforme de mars 2010, eh bien, l'action publique avait disparu, elle était devenue l'action pénale. Donc, or, il y a des actions pénales privées, il y a des actions pénales publiques, le droit romain le connaissait, et même au-delà. Je trouve que la notion d'action publique traduit bien, finalement, que seule la société peut demander réparation sous forme d'une peine, et qu'à l'inverse, l'action civile, qui met l'accent sur l'objet et non pas sur le titulaire, eh bien, traduit bien que la victime ne peut que demander la réparation. Si on change de vocabulaire, il y a aussi un risque, peut-être, à moins que l'on puisse dire que l'action pénale traduit un autre rôle, à ce moment-là, du ministère public. Le parquet ne fait plus que poursuivre, donc il oriente vers d'autres voies, donc médiation, composition, ce qui fait qu'il change de figure aussi, et peut-être que alors faudrait-il s'orienter vers une autre appellation. Bon, ça, tout cela, c'est aussi donc à voir. Et j'en terminerai bien avec le propos lucide d'Ortolan, encore lui, donc, qui à la fin de ses développements sur la théorie fondamentale du droit pénal écrivait « On est facilement enclin dans la théorie à proposer de jeter à bas pour reconstruire sur un nouveau plan parce que l'esprit y souffre des incohérences et du défaut d'harmonie résultant des pièces de rapport. La science pousse à la rénovation, mais la pratique recule souvent devant l'embarras des ruines. » Et c'est bien là tout le problème, en fait. Donc jusqu'où, si on veut rethéoriser le droit pénal, bon, je dis bien si on veut rethéoriser le droit pénal, jusqu'où peut-on aller dans la démolition? Faut-il tout démolir et tout reconstruire, ou bien faut-il y aller progressivement, par pans successifs? Je n'ai pas le temps, évidemment, de développer ce que disait Ortolan, mais Ortolan était plutôt dans cette idée qu'il fallait y aller progressivement. Voilà, il fallait reconstruire, mais progressivement. Et la théorie, écrivait-il, eh bien, est là pour servir donc, de guide donc, dans cette opération de reconstruction. Voilà. Eh bien, donc, nous allons maintenant pouvoir bien entrer un peu plus dans le vif donc, de ce sujet. Alors, comme vous avez pu le noter, eh bien, donc, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Corinne Leveleux, donc, n'étant pas là, donc, elle devait assurer la présidence de la première partie de la matinée. Jean Pradel n'est pas là non plus, il devait assurer la deuxième partie de la matinée, donc ce qui fait que je suis là et je crois que je vais y rester donc, pour toute la matinée. Donc, je vais sans plus attendre, parce que nous avons pris évidemment comme toujours un peu de retard, eh bien, passer la parole à mon ami Dominique Messinéo, donc, qui va nous parler de l'état de la théorisation du droit pénal de 1810 donc à nos jours. Alors,